Bonjour à tous, merci d'être à cette table ronde consacrée aux enjeux de l'industrie. Nicolas Mazzucchi a très bien introduit les enjeux liés à l'autonomie stratégique au niveau européen. Donc je ne vais pas être long en introduction, juste rappeler qu'ici donc, on va voir, je vois qu'il est au fond de la salle en plus, donc c'est bien, je fais des compliments. L'aspect infrastructure matérielle, je dirais, pour reprendre les mots d'Anaïs, de cette autonomie stratégique à travers l'industrie et donc la production des biens d'importance stratégique, mais également des biens nécessaires à la transition écologique, puisqu'on a cette double dynamique qui va nous intéresser cet après-midi, d'autonomie stratégique et de décarbonation, transition écologique. Anaïs Voigilis est aujourd'hui avec nous pour s'exprimer sur ces sujets pendant une trentaine de minutes, qui seront ensuite suivis d'un temps d'échange avec la salle. Donc Anaïs, vous avez réalisé une thèse sur les enjeux et les déterminants de la réindustrialisation en 2020. Depuis, vous êtes une analyste reconnue des questions d'industrie. Vous avez publié en 2025 un livre pour une révolution industrielle, où vous revenez sur les déterminants de la désindustrialisation, les leviers de la réindustrialisation, et puis vous évoquez aussi la question des imaginaires autour de l'industrie. Et plus récemment, vous êtes passé du côté de l'industrie, et vous êtes directrice stratégie RSE et énergie, c'est ça, au sein du groupe, je vous laisserai préciser plus en détail, du groupe Humens, qui est lié à une industrie chimique en lien avec l'industrie minière, c'est bien ça. Donc sans plus tarder, je vous laisse la parole pour cette présentation. Merci à vous. Donc j'ai en fait la particularité d'avoir une double casquette. J'en ai fait chercheuse associée à l'université de Poitiers et je travaille pour le groupe Humens. Donc Humens, c'est un producteur de carbonate et de bicarbonate de sodium. Alors, je parlais d'industrie. Il y a beaucoup de choses sur ce qu'on peut dire, raconter sur l'industrie. Il y avait une commande qui était l'industrie en 2050 d'une certaine manière, donc on va être plutôt sur une projection. Je vais vous présenter différents scénarios qui pourraient être possibles pour notre industrie. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque scénario, je m'arrêterai sur un scénario et on pourrait dire que c'est presque un parti pris, mais vous allez voir que j'ai plusieurs partis pris dans cette discussion. Et les conditions finalement qui permettraient d'arriver vers ce scénario, en tout cas de faire de ce scénario une réalité. Une des premières choses, c'est que l'industrie, elle peut être porteuse un peu d'un paradoxe. C'est-à-dire quand on pense industrie, souvent on met l'industrie en opposition avec la question de la transition écologique ou la question de l'environnement. On pense que ce sont deux choses qui s'opposent. Et l'industrie est perçue comme un problème puisqu'elle consomme de l'énergie et des matières. Elle émet différentes choses, mais notamment du CO2. Elle contribue à transformer les paysages. Vous allez dans un certain nombre de villes industrielles ou anciennement industrielles et vous allez vous rendre compte que l'industrie, en tout cas l'activité humaine, a marqué le paysage, a contribué à le configurer. Et dans les anciens territoires industriels, ça peut être d'autant plus marquant qu'on peut être sur des activités industrielles très structurantes. Vous allez là où il y avait des activités minières, notamment mines de charbon, les terrils, ça a durablement modifié le territoire. Et même si vous ne voyez plus forcément l'infrastructure, l'usine, il y a quand même une modification, une adaptation du territoire pour implanter une usine. Donc l'industrie, on la représente à travers tous ces éléments qui peuvent être perçus négativement. Et il ne faut pas dire que l'industrie n'a pas d'impact. Les activités humaines ont un impact sur l'environnement, modifient l'environnement, les écosystèmes, etc. Ce n'est pas que l'industrie, c'est nos modes de vie, notre société, etc. Mais derrière ça, une fois qu'on a dit ça, il est difficile d'envisager la transition écologique sans l'industrie. Parce que l'industrie, elle va contribuer à inventer les solutions nécessaires à la transition, et puis l'industrie doit aussi se transformer. Alors, là, vous allez me dire, premier parti pris. Parce que
représente je pense et je perçois la société, l'industrie, dans notre société actuelle. Certains pourraient très bien répondre, une société n'a pas besoin d'industrie. Parce qu'on va fournir et produire les moyens, les éléments nécessaires à nos modes de vie sur d'autres formats qu'un format industriel. Par exemple, un format artisanal. Donc, moi, j'ai le parti pris de dire, dans nos modes de vie actuels, l'industrie est une réponse. Mais on pourrait avoir un débat là-dessus. Premier parti pris. La deuxième chose, c'est que l'industrie, pour moi, est une condition de la transition, mais elle est aussi une condition de notre autonomie. Et donc, la réflexion, question d'autonomie, parce que d'autonomie stratégique, ça a été posé par l'intervenant en introduction de cet après-midi, la souveraineté, l'autonomie stratégique, et c'est quelque chose qui a sûrement été révélé avec la pandémie, la guerre en Ukraine, la dépendance qu'on constate aux matières premières critiques quand on parle de transition, les rivalités sino-américaines. Et donc une société qui ne maîtrise pas son industrie, finalement, perd en autonomie. Alors, encore une fois, dans un certain projet de société. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet de société où vous raisonnez sans industrie, et donc vous produisez les besoins nécessaires à l'autonomie de votre société différemment. Mais en tout cas, dans nos sociétés aujourd'hui, ne plus maîtriser le socle industriel, c'est perdre en autonomie. Et donc la question qu'on peut explorer cet après-midi, c'est pas tant est-ce qu'il faut réindustrialiser, mais quelle industrie faut-il pour que l'Europe, en tout cas l'Union européenne, ait encore les moyens de choisir son projet de société en 2050. Et donc là, j'ai un deuxième parti pris. C'est-à-dire que je considère que l'industrie est nécessaire. Je n'interroge pas la question de industrie ou pas industrie. Il y a des personnes qui vous expliquent, et c'était toutes les théories de la société post-industrielle, avec la courbe en sourire, on se positionne sur les tâches en amont et en aval de la production, parce qu'elles sont réputées à plus forte valeur ajoutée, qu'une société mature n'a pas besoin d'industrie, qu'avec le développement de nos économies, eh bien, on s'organise différemment. Là, j'ai dans un parti pris que la condition de l'autonomie, donc, dans l'autonomie, c'est avoir la trajectoire que l'on souhaite en tant que société, ce qui intègre des questions d'autonomie géopolitique, on va dire, c'est mal formulé, et de transition. Elle suppose de maîtriser sa base industrielle. Je louche parce que j'ai vraiment pas intégré la sobriété de papier, mais en n'écrivant pas en recto verso, parce que la sobriété sens, donc j'ai écrit je pense que ça serait l'équivalent d'un time 6, ce qui fait un test visuel en conditions réelles, et en plus j'écris avec les pieds, donc comme ça voilà. Donc finalement, si on dit c'est les médecins qui écrivent mal, je pense que c'est juste les gens qui ont un doctorat qui écrivent mal. Le seul fait d'être docteur, c'est de pouvoir mal écrire. Voilà. Donc c'est absurde. Et voilà. Donc c'est ça. Et donc pourquoi l'industrie elle redevient stratégique depuis quelque temps? Parce qu'on a le renouveau de la question industrielle, de la réindustrialisation dans le débat public, c'est en particulier depuis 2020 et la prise de conscience des dépendances. Et on se dit, il n'y a pas de souveraineté sans industrie, il n'y a pas de souveraineté énergétique sans industrie, il n'y a pas de souveraineté militaire sans industrie, il n'y a pas de souveraineté sanitaire sans industrie. Parce que vous voulez faire de l'énergie, ça repose sur des infrastructures physiques. Vous voulez des data centers. Des data centers, il faut déjà qu'il y ait nos amis d'EDF qui produisent, et pas que EDF, toutes sortes d'énergie, d'électricité produite de manière renouvelable, donc avec du solaire, de l'éolien, en plus du nucléaire. Et les data centers, ce sont des infrastructures physiques derrière. Vous avez besoin de biens matériels fabriqués de manière industrielle pour les avoir. Vous n'êtes pas souverain sur le plan sanitaire si vous ne savez pas produire les molécules critiques sur votre territoire. Et ça ne veut pas dire qu'il faut tout maîtriser. Et finalement, ce que je trouve intéressant, c'est que l'industrie, c'était un peu cette chose qu'on ne regardait plus parce que tout allait bien. On avait optimisé les chaînes de valeur, on était dans un contexte de paix relative, en tout cas sur le continent européen, et on se disait finalement, c'est pas là, mais qui s'en souciait ? Que 80% des principes actifs ne soient pas fabriqués sur le territoire français ou européen avant 2020, qui se posait la question ?
le fait qu'on ait des pans entiers de l'industrie qui ont pu être délocalisés progressivement en dehors de France, donc à l'est de l'Europe d'abord, puis en Asie, ça n'intéressait pas grand monde. C'était vu comme un phénomène naturel. C'est redevenu un sujet central quand les dépendances sont redevenues visibles. Et les dépendances, elles sont revenues visibles parce qu'on est sorti, à mon avis, d'une parenthèse. Lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2020, où il y avait encore des conflits dans le monde. Il ne faut pas se dire que... Parce qu'il n'y en avait pas sur le territoire européen, il y en avait d'ailleurs sur le territoire européen, selon la définition qu'on a de l'Europe. On sort de cette parenthèse, l'illusion que finalement on était dans un monde durablement pacifié. Donc ça amène à revenir sur cette question de l'industrie. Et donc, je ne vais pas revenir sur la différence souveraineté et autonomie parce que ça a tout très bien été fait tout à l'heure, mais l'idée, c'est pas tout produire sur le territoire. Et la souveraineté, c'est pas l'autarcie. La souveraineté, c'est la capacité à ne pas subir ses dépendances et à les choisir. Donc, ce qui nous amène à différentes situations dans lesquelles on pourrait évoluer. La première chose, c'est qu'il y a 3 impasses, à mon avis, à éviter. Le fait d'avoir une transition importée. C'est-à-dire que souveraineté, on rajoute la couche de la transition écologique. C'est quoi la transition importée? C'est que si vous regardez l'empreinte carbone de la France, aujourd'hui, vous avez 50% de notre empreinte carbone qui est liée à nos importations. 50% qui sont liées aux émissions territoriales. Donc les activités humaines dans leur sens large. Et on importe, parce qu'on importe plein de nombreux produits semi-finis ou finis sur le territoire national. Donc l'idée de la transition importée, c'est qu'on pourrait réduire nos émissions territoriales. En France, vous avez une cinquantaine de sites qui représentent, je ne sais plus de 50% des émissions de l'industrie. On va dire, c'est simple, vous fermez ArcelorMittal, vous fermez la chimie, vous fermez les cimentiers, vous fermez toute la production d'électricité à base de gaz ou de charbon, vous réduisez votre empreinte carbone. Et vous achetez de l'acier produit en Chine, produit en Inde, les molécules chimiques produites en dehors du territoire. Donc vous aurez réduit les émissions territoriales. Par contre, vous n'aurez pas réduit l'empreinte carbone, puisque vous allez continuer à importer ces émissions-là. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive à décarboner, on verdit la consommation par l'externalisation de la production. Deuxième approche, ça serait, qui serait aussi une impasse, c'est la souveraineté qu'on pourrait appeler brune. C'est-à-dire, on produit sur le territoire français, on renforce notre capacité de production, mais on n'interroge pas la manière dont on produit. Et qu'est-ce qu'on produit pour être compatible avec notre trajectoire environnementale. Donc, vous pouvez continuer à produire de l'acier de manière ultra carbonée. Vous pouvez vous dire... Pour produire un certain nombre de biens industriels, globalement, on a besoin de chaleur. La chaleur, la vapeur par exemple, la vapeur, elle peut être produite à partir de plein de choses. Vous avez encore beaucoup de vapeur produite à partir de gaz, de fuel ou de charbon. Bah, vous dites, on continue comme ça, c'est pas grave. On ne décarbone pas, on ne cherche pas de substitut. On garde des procédés très carbonés. Et puis, on n'interroge pas du tout, donc ça c'est la manière dont on produit, et on n'interroge pas du tout le type d'industrie. Vous restez au véhicule thermique, par exemple. Vous ne passez pas au véhicule électrique parce que vous considérez que c'est un frein à votre souveraineté. Vous considérez, par exemple, qu'on a des réserves de gaz de schiste sur le territoire français. On exploite ces réserves de gaz de schiste. Parce que aujourd'hui, le gaz de schiste, il vient des États-Unis. On pourrait très bien se dire, et je parle d'impasse, hein, attention, c'est pas... Mon propos n'est pas de dire qu'il faut exploiter le gaz de schiste en France. On parle d'une souveraineté qui resterait très carbonée. Un point de vigilance, c'est dire qu'il y a des procédés industriels carbonés, que l'industrie émet, c'est pas un procès que je fais à l'industrie. Pour déculpabiliser tout le monde, l'industrie dans laquelle je travaille, on a un site qui est dans les... Alors, on pourrait dire les 50 sites les plus émetteurs, dans les 25 sites les plus émetteurs de France. Donc quand je parle d'industrie carbonée, je sais de quoi je parle, et je sais d'où je parle, et je sais la difficulté que ça représente
de décarboner ces industries-là et toutes les questions de politique publique que ça peut poser derrière sur les choix qu'on fait, comment on les fait. Troisième impasse, ça serait une sorte de solutionnisme technologique. C'est-à-dire que l'idée que l'innovation va être la réponse à tous nos problèmes, qu'ils soient environnementaux, de souveraineté, etc. L'idée que, et derrière ça, il y a l'idée de l'innovation va nous sauver, elle sera la réponse à tout. C'est une erreur, parce que ça pose derrière d'autres questions de souveraineté, de dépendance. Et il y a aussi parfois l'idée que l'innovation serait la réponse, mais on peut revenir que la politique d'innovation, c'est la politique de l'Union européenne depuis les années 2000, au détriment de l'industrie, et que ça n'a pas forcément produit les effets escomptés. Ce qui m'amène à 4 scénarios qu'on pourrait envisager, mais après on pourra peut-être dans la discussion qu'on va avoir après, on aura peut-être plein d'autres scénarios qui vont émerger, parce qu'en fait, pourquoi 4, pourquoi pas 5, pourquoi pas 10, enfin, bon, voilà, c'est juste qu'il y a 30 minutes et que après les scénarios finissent par se recouper quand même. Et vous allez voir, mes scénarios se recoupent déjà eux-mêmes avec des impasses à éviter. Ce qui est intéressant dans les scénarios, je vous renvoie un exercice qui a été fait notamment par l'ADEME, qui a fait 4 scénarios liés à la transition écologique. Et vous voyez bien que dans ces 4 scénarios, vous avez des projets de société qui sont radicalement différents. Vous avez la génération frugale, donc là on est sur un pari finalement très low-tech, on peut se questionner sur quelle est la place qu'on donne à l'industrie. Puis après, il y a le pari réparateur où la technologie prend une place très très importante et finalement on ne change pas fondamentalement nos modes de vie, nos usages, etc. Et ce qui est intéressant derrière ce scénario, c'est que vous avez en fait des réponses techniques, mais vous avez surtout des projets de société. Ça interroge vraiment ce qu'on a envie de construire collectivement. Et je vais refaire une petite parenthèse, une petite digression là-dessus. Quand on dit on ne veut pas d'industrie en France, c'est fondamentalement faux. L'industrie, il y en a à plein d'endroits. Alors certes, elle est moins importante qu'elle n'a été, mais des activités industrielles, vous en avez dans toutes les villes de France. Sauf qu'il y a une majorité d'activités industrielles dont on ne sait même pas que ce sont des activités industrielles. Alors, on connaît tout le monde, les Michelin, les Safran, les Thales, etc. Vous voyez une usine, un Airbus, vous voyez à peu près ce qui s'y joue. Mais on ne connaît pas le nom d'une majorité de sous-traitants. Donc on a plein d'activités industrielles qui sont dans les territoires, qui ne sont pas forcément visibles quand on ne les connaît pas, et qui ne sont pas une problématique environnementale extrêmement lourde, comme peuvent l'être certaines activités qui sont classées Céveso, etc., avec lesquelles on sait vivre aussi. Donc, par contre, dans les oppositions que vous avez à certains projets industriels, vous avez des vraies questions de société qui se posent. Je vais vous donner 2 exemples. Le projet de mine de lithium. Alors vous avez des gens qui sont radicalement contre le fait d'ouvrir des mines, etc. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais il y a aussi des gens qui s'opposent à ce projet-là, pas parce qu'ils sont opposés au fait d'ouvrir une mine de lithium en France, surtout que c'est dans un territoire où il y a déjà une mine, puisqu'on exploite du kaolin dans l'Allier. Ils posent la question du lithium, oui, mais pourquoi faire ? Faire du lithium pour faire des SUV, il y a des gens qui se questionnent. Pourquoi faire des gros véhicules alors que peut-être qu'au regard de la contrainte technologique, de la contrainte climatique et de la consommation de matière qui se pose, plus le véhicule est lourd, plus il y a une consommation de matière pour avoir la batterie en conséquence, et que peut-être que c'est d'autres services, d'autres types de modèles de voitures qu'il faudrait faire, des petits véhicules beaucoup plus compacts, etc. Autre exemple, il y a tout un débat sur une boulangerie industrielle qui devait s'ouvrir en Bretagne. Et ce qui transmet derrière ça, donc il y a la question boulangerie industrielle, modèle industriel. Alors après, on se dit, il vaut mieux le faire sur notre territoire que de le faire en dehors si ça doit être importé. Je suis totalement d'accord. Mais derrière, il y a aussi un conflit d'allocation des ressources, notamment la ressource en eau. Et donc, dans certains projets industriels, il y a aussi la question de comment on alloue les ressources locales qui peuvent être limitées. Et donc, c'est aussi comment les territoires s'emparent de ces questions. Et il va falloir que j'accélère, parce qu'on ne peut pas tenir la demi-heure. Donc ça, c'est des questions à avoir quand on pense l'industrie et les scénarios auxquels on peut aller. Donc, mes 4 scénarios. Scénario 1, c'est le déclin subi de l'industrie. On continue à avoir une perte de la base industrielle et on n'arrive pas forcément à réaliser la transition, en tout cas pas la transition de notre industrie. C'est-à-dire aujourd'hui, l'industrie manufacturière, c'est environ 10 points de PIB en France, 15 points de PIB en moyenne en Europe, 17 en Allemagne, et c'est une base qui continue à se contracter. Donc
On imagine demain, alors aujourd'hui, les panneaux solaires sont majoritairement faits en Chine. Il y a beaucoup de biens liés à la transition écologique qui sont fabriqués en Chine ou en Asie, mais c'est se dire peut-être que demain, les avions du futur, ils ne seront plus fabriqués en Europe, ils seront fabriqués en Chine parce que on continue à perdre des savoir-faire avec la désindustrialisation, on n'accepte pas notre industrie et on n'arrive plus à innover suffisamment pour gagner conserver nos parts de marché. Je fais juste un énième crochet. Je parle d'innovation de technologie, c'est une question qu'on pourrait interroger beaucoup. J'en parle au sens large. Pour moi, il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer derrière, c'est-à-dire que quand on pense technologie, souvent on va penser high-tech, idem quand on met le mot innovation. Et c'est pas pour faire plaisir à mon voisin en face de moi que je vais parler des low-tech, mais c'est aussi un élément dans la réflexion de ce qu'on veut construire. C'est où est-ce qu'on met l'intensité technologique au regard d'une situation de ressources, d'une matière première limitée, voire finie. Donc la technologie, je pense qu'il faut vraiment se poser la question en tant que société, là où on veut la mettre et quel est le bon usage de la matière, pourquoi faire. Autrement dit, il y a sûrement besoin d'innover de manière très poussée pour la santé. On n'a peut-être pas besoin de pousser le délire de la montre et du frigo connecté trop loin. Voilà, si je vous mets deux parallèles un peu bancals, mais pour que vous compreniez ce que j'ai derrière la tête. Donc je disais, premier scénario, transition, déclin subi. Deuxième scénario, on revient sur cette idée de transition importée, c'est-à-dire on verdit les usages, mais on importe les équipements nécessaires à la transition. Et d'une certaine manière, c'est un peu le scénario dans lequel on est aujourd'hui, puisque beaucoup de biens nécessaires à la transition écologique, comme vous le disiez, sont aujourd'hui importés. On pense panneaux solaires en premier lieu, mais toute la chaîne de la valeur de la batterie est quand même largement maîtrisée par la Chine. Et on voit en Europe la difficulté qu'on a à constituer cette filière. Alors implanter des gigafactories pour fabriquer les cellules, on est en train de le faire, mais on voit les difficultés de monter en cadence. Alors après, on peut mettre toutes les critiques qu'on veut sur les industriels qui essayent de faire ça. Quand on part de zéro et qu'on essaye de recréer une filière, c'est difficile. Les Chinois, ils n'ont pas réussi à maîtriser du jour au lendemain la production de batteries. Ils ont eu des étapes qu'on doit accepter si on veut maîtriser ça sur le territoire national. Et derrière, la question qui se pose, c'est comment on répartit le coût, qui paye le coût de cette transition. Après, on a toute l'étape extraction, raffinage de matières premières, laquelle on est très dépendant. Et puis, un des enjeux dans la transition écologique, c'est aussi créer des boucles de circularité, récupérer les matières en fin de vie pour les réutiliser. Et ce qu'on voit dans la filière batterie, c'est que comme on n'a pas encore monté en cadence suffisamment, on n'arrive pas à créer le volume nécessaire pour que les usines de recyclage trouvent un équilibre économique. Donc en gros, mon transition importée, si je le résumais, c'est le Green Deal sans base industrielle. Troisième scénario, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est finalement cette idée de souveraineté brune, c'est-à-dire on a une industrie, mais on n'arrive pas à atteindre nos objectifs de décarbonation fixés à l'horizon 2050, c'est-à-dire on prend une trajectoire dans laquelle on n'est pas capable d'être neutre en carbone en 2050. Et d'ailleurs, cet enjeu de cohérence, il est vraiment intéressant et important à comprendre. Vous avez une série de textes européens sur l'industrie, et quand vous regardez cette série de textes, on se rend compte qu'on a du mal parfois à reboucler les chiffres et les objectifs qu'on se donne. C'est-à-dire qu'on a pensé par exemple une courbe sur la décarbonation de l'industrie avec des objectifs en 2040 et en 2030, 2040, 2050, avec une industrie qui pesait entre, je sais plus, ça doit être 13 ou 15% du PIB en Europe. Et puis, on a l'Industrial Accelerator Act, où on se dit que finalement, l'industrie, elle doit peser 20% du PIB en Europe. Ça interroge vraiment la trajectoire qu'on suit. Alors, on peut se dire, l'industrie, elle va être mécaniquement moins carbonée, sauf qu'on sait que c'est quand même un petit peu plus complexe la vie que de se dire que ça sera mécaniquement moins carboné. Donc, on a parfois des matchs qui ne se font pas sur les chiffres. Et le dernier scénario, qui est celui que je vais retenir, donc c'est mon troisième parti pris, en tout cas le troisième que je vais comptabiliser, parce qu'il y en a certainement plein dont je ne suis même pas consciente. C'est tout l'enjeu quand on est chercheur d'essayer d'être le plus objectif, mais on a quand même nos propres filtres de subjectivité. C'est une réindustrialisation, donc on dirait décarbonée et circulaire. Donc on arrive à réduire l'empreinte carbone
et à enclencher des mécanismes de sobriété. Donc, c'est-à-dire que ça interroge quand même la manière dont on produit et on consomme. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup encore de jetables. On a des cycles de vie des produits qui sont relativement courts. Hein. Même si les choses évoluent, le taux de remplacement des téléphones, des ordinateurs est quand même assez rapide. Donc, ça veut dire aussi d'avoir des biens qui sont conçus pour être réparables et avoir une vie beaucoup plus longue. Donc, on est dans quelque chose on est autonome parce qu'on a aussi une forme de sobriété productive. Et il se trouve que, je pense, qu'un des meilleurs moyens d'assurer notre ambition de souveraineté et d'autonomie, c'est d'une certaine manière la sobriété et l'économie circulaire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait un peu cette opposition de industrie, comme je le disais au début, industrie, transition écologique, et finalement environnement, souveraineté, alors que si vous ne consommez pas quelque chose, techniquement, vous ne dépendez pas des autres. Et le meilleur moyen d'être souverain sur les matières, c'est aussi d'être capable de les réutiliser, de réduire la consommation. Et donc, la question, c'est comment on va sur ce scénario. Là, il y a plein de leviers. Il y en a qui ont été oubliés. J'en ai noté 8. C'est très bien, c'est pour voir si vous suivez, parce que parfois je dis 7 et en fait je fais 6 ou un truc comme ça. On est obligé d'être cohérente avec moi-même. Premier levier, c'est la question énergétique. On a besoin de produire une énergie bas carbone, disponible et à prix compétitif. C'est à la fois une politique climatique et une politique de souveraineté. Alors on peut avoir après rentrer dans le détail technique il faut des contrats de long terme, d'approvisionnement, mais il y a aussi une question qui va se poser, c'est éventuellement comment on hiérarchise les usages. J'ai dit énergie bas carbone, je n'ai pas dit électricité bas carbone. C'est-à-dire qu'on sait que dans le mix énergétique de demain, il y aura de l'électricité, il y aura peut-être du biogaz, il y aura de la biomasse, il y aura peut-être encore des déchets valorisés en énergie, il y aura peut-être une part de gaz naturel qui va rester sur des procédés qu'on ne sait pas décarboner autrement. Et le biogaz, aujourd'hui, pour vous donner un ordre de prix, je vais vous donner les prix avant la situation du Moyen-Orient, parce que je pense que les prix qu'on avait en décembre étaient un peu les prix de long terme sur le gaz, hors événement géopolitique comme on connaît. On arrivait sur les prix à 2-3 ans, à avoir le gaz en moyenne à 25-27 € du mégawattheure. L'électricité, sur les contrats long terme, on était entre 50 et 55 € du mégawattheure. Je parle en général, je parle pas en... Après, vous pouvez trouver des contrats à long terme, par exemple, vous achetez que de renouvelables sur certaines heures, etc. Donc, on peut avoir plein de prix. Là, je prends un prix moyen de ce que ça donnerait. Donc, je disais entre 50 et 60 € du mégawattheure. Le biogaz, on est à plus de 100 € du mégawattheure. Alors après, je vous fais un raisonnement qui n'est pas totalement honnête, parce que je vous donne le prix du biogaz et je vous donne le prix du gaz. Et le gaz, il faut que je fasse l'effort de réintégrer le prix de la tonne de CO2. Donc pour 1 mégawattheure de biogaz, c'est environ 0,2 tonnes de CO2. Donc admettons que ma tonne de CO2, elle soit à 100 € du mégawattheure. Si je suis dans le marché européen du carbone, etc., ça veut dire que mon prix du gaz, c'est 25 € plus 20 € de CO2, donc c'est 45 €. Donc là, c'est intéressant, si on compare par exemple un switch d'une solution au gaz naturel vers de l'électricité, on se rend compte qu'avec tous les mécanismes de redistribution, de réduction sur certaines taxes, etc., l'électricité a un prix à peu près compétitif avec le gaz. Donc une énergie, et donc il y a une question de hiérarchisation des ressources. Par exemple, beaucoup d'industriels pour décarboner utilisent la biomasse. Alors, biomasse, dans ma tête, biomasse, c'est plutôt déchets, bois déchets, etc. Pas brûler la plaquette forestière, parce que je ne suis pas convaincue que ce soit une solution vraiment viable. Mais si vous avez 10 industriels sur un territoire qui décident de mettre un projet biomasse, il y a un moment où la ressource ne suffira plus. Donc il y a besoin d'avoir des feuilles de route à l'échelle régionale et à l'échelle nationale, il y en a d'ailleurs, sur comment on pilote ces ressources-là qui sont par nature finies et pas extensibles. Et après, vous pouvez aussi vous poser la question de la hiérarchisation des usages pour l'électricité bas carbone. Aujourd'hui, on pousse beaucoup pour avoir des data centers. Les data centers sont
essentiel dans une logique de souveraineté, même si ça ne fait pas une souveraineté complète, c'est important d'en avoir sur le territoire. Mais c'est pas parce qu'on exporte l'équivalent de 90 terawattheures, j'ai un doute entre terawatt et terawattheure, mais je crois que c'est terawattheure par an sur le marché européen, qu'il faut prendre spontanément les data centers pour absorber ça parce qu'on a une électricité disponible. Il y a une vraie question de comment on affecte les ressources au regard de ce qu'on a envie de construire. Il faut que j'accélère, je vais dépasser de 3 minutes les 30 minutes, c'est sûr. Voire 5. Donc, deuxième pilier, c'est la question des matières, c'est-à-dire à chaque COP, on se dit qu'il faut sortir de la dépendance aux hydrocarbures, aux énergies fossiles, etc. Mais on ne va pas sortir d'une dépendance pour aller vers une autre. Alors, bien entendu qu'il faut sortir des énergies fossiles au regard de leur bilan environnemental, notamment en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais il faut bien raisonner comment on construit cette sortie de dépendance. Parce que, il y en a un certain nombre qui sont très motivés pour aller exploiter les ressources en énergie fossile dans notre sous-sol. Donc, c'est comment on gère ces dépendances sur les matières premières critiques. Et donc là, on revient sur les questions de recyclage, réemploi, réduire l'intensité matière. Donc c'est un vrai travail industriel de conception des produits et autres. Troisième sujet, c'est le sujet des technologies. Alors on pense beaucoup au travers de la décarbonation, mais derrière, ça pose la question de l'intensité technologique, où on la met, pourquoi faire, au service de quoi, et comment on continue à innover pour prendre de l'avance. Quatrième sujet, c'est la question de la demande. Aujourd'hui, l'industrie ne va pas bien en Europe parce que la demande n'est pas là. La demande n'est pas là, et la demande qui est là, elle se fait grignoter par des acteurs non européens. Alors, bien sûr, c'est caricatural. Il y a des secteurs dans lesquels il y a de la demande, la défense, l'aéronautique, le spatial, etc. Et il y a des secteurs où il n'y a pas une demande qui se tient, l'automobile, la chimie, l'acier et autres. Donc il faut une demande, et pour assurer la transition vers des produits bas carbone, il faut qu'il y ait une demande. C'est-à-dire que si vous avez... Alors j'allais dire, c'est facile de dire le consommateur, mais si vous avez un acheteur d'une entreprise qui se dit toujours c'est le prix qui prime sur tout le reste, on ne va jamais créer de demande pour des produits bas carbone. Donc la demande, c'est la commande publique, ce que l'Europe essaye de faire là, avec la préférence européenne, avec certaines difficultés. C'est les stratégies d'achat des entreprises, c'est le consommateur in fine. Il y a la question du financement de la transition, dans un contexte économique qu'on sait complexe. Il y a un coût, il y a des risques associés, donc il y a aussi un besoin de visibilité pour que le financement il soit bien public-privé, pas que public, mais bien qu'il y ait un engagement des acteurs privés dans cette transition. Le sixième pilier, c'est la question des compétences. Vous ne faites pas de transition sans transmettre les compétences, sans préserver les savoir-faire. De la même manière, on ne réindustrialisera pas et on ne préservera pas notre base industrielle dans le temps long si on n'est pas capable d'assurer la question des compétences. Les deux derniers piliers, c'est le pilier des territoires. Pour réaliser une transition, vous avez besoin de foncier. Enfin, pour réindustrialiser et en plus pour réaliser une transition, vous avez besoin de foncier, d'infrastructures électriques, numériques, tout ce que vous voulez, routières. Vous avez besoin d'eau. Donc, on a besoin que les territoires définissent aussi leur propre trajectoire. On a un cadre national qui est fixé, mais en même temps, il faut que les territoires, après, s'approprient. Quand vous regardez à peu près les figures, je vais simplifier parce que je sais que dans la salle, il y a des gens qui suivent plus les cartes que moi et les indicateurs. Mais si vous regardez un peu comment se joue la réindustrialisation, on voit qu'il y a une traction forte à l'ouest et qu'à l'est, on a encore la fermeture de sites industriels. Logiquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de fermeture à l'ouest, mais le mouvement, la dynamique est plutôt à l'ouest. Donc déjà, ça pose un premier question sur le foncier. Vous allez avoir du foncier plutôt à l'est, mais la traction se fait plutôt à l'ouest. Donc l'ouest, qui se retrouve avec une traction industrielle, un intérêt pour les activités tertiaires et aussi un intérêt pour les activités résidentielles, va devoir se retrouver dans cette question d'arbitrage. Alors après, on peut dire la zéro artificialisation nette des sols, blablabla, enfin, on connaît tous le couplet. C'est vrai que c'est chiant, mais ça fait partie de l'acceptabilité de l'industrie. Et ça fait aussi partie de notre trajectoire environnementale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment, il faut arrêter de négocier avec l'avenir. Donc il y a un enjeu pour les territoires de savoir où ils veulent aller, et je crois que les territoires doivent être beaucoup plus clairs sur leurs ambitions dans un cadre contraint par les ressources qu'ils ne l'ont été jusque-là. Dernier point, c'est la question des règles du jeu. On joue avec des acteurs qui n'ont pas les mêmes règles que nous. Il y a du dumping,
il y a des aides d'État. Pour vous donner un exemple, on a un petit peu de ferroviaire, mais pas trop, parce qu'en France, le fret ferroviaire est assez peu développé, et le coût de remise à niveau, soit de tirer des lignes vers les sites, soit les coûts de remise à niveau, coûte extrêmement cher. On a un principal concurrent en Turquie, un concurrent tous les 3 producteurs de carbonate, il y en a 3 en Europe, et il y en a 2 en Turquie, dont un qui est principal, c'est pas le même procédé industriel, donc on a plein de structures de coûts. L'État turc a quand même financé une voie de chemin de fer pour aller directement vers le site. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros d'investissement. On ne fera pas ça pour un seul site industriel en France. Donc il y a des biais de compétitivité qui existent un petit peu près à tous les étages dans beaucoup d'États. Donc on ne joue pas avec les mêmes règles du jeu. Donc ça pose la question de comment l'Europe s'ouvre, et je pense que l'ouverture, elle est nécessaire, mais elle doit être conditionnelle. Et dans les conditions, on peut mettre ce qu'on veut, ça se discute. La Chine a fermé des marchés pour développer certaines industries, comme dans les télécommunications. Nous, on se bat à 27 pour savoir qu'est-ce qui est le meilleur truc sur la 5G. Alors, entre ceux qui veulent de la 5G et ceux qui n'en veulent pas, ceux qui veulent de la 5G à tout prix parce que c'est nécessaire à leur industrie, ceux qui ne veulent pas des autres parce qu'ils ont une industrie qui a déjà développé la 5G, et après, quand vous êtes en la France, vous avez une logique un peu binaire d'un État qui ne veut pas forcément discuter avec un Huawei, mais qui a une région qui veut accepter une usine de Huawei en France. Donc, on est sur un truc qui est complètement schizophrène. Il faut qu'on arrive à 27 à arrêter des positions sur ce qu'on juge critique pour notre autonomie. Ça fait partie des conditionnalités. Il y a la question des transferts de technologie qui se pose de plus en plus. La Chine est très forte parce qu'ils ont une vision très claire de là où ils veulent aller. Ils sont sur je ne vais pas dire sur une droite parce que sur chaque plan quinquennal, ils peuvent réinterroger certaines choses, mais ils veulent être autonomes dans certains domaines, arrêter, c'est très clair, et ils mettent les moyens pour. Nous, si on veut rattraper certains retards dans certains domaines, il faut poser la question de est-ce que les transferts de technologie, les clauses de localisation sont les bonnes réponses. C'est des questions qui sont politiques. Donc, ça suppose 2 choses. Avoir une vision de là où on veut aller, et ensuite d'avoir une feuille de route, un plan méthodologique de comment on arrive à atteindre les buts qu'on se fixe. Donc, l'idée, c'est de penser l'industrie comme un système, dans une vision, une approche écosystémique, c'est-à-dire l'industrie, c'est pas que des usines, c'est un ensemble de choses et de conditions à remplir. Et donc, en conclusion, c'est que 2050, je pense qu'on ne produira pas tout sur le territoire, je pense qu'on produira de manière différente, parce que le climat se rappellera à nous d'une manière ou d'une autre, et donc ça interroge vraiment ce qu'on veut maîtriser, comment, et de manière compatible avec les limites planétaires. C'est notre capacité à comprendre qu'on fonctionne de manière systémique. Et la dernière chose, qui est peut-être un petit peu plus politique, mais pour vous expliquer pourquoi moi je prends ce parti pris, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté, et dans la souveraineté, vous avez un des attributs de la souveraineté, c'est la liberté. Vous ne pouvez pas être libre, vous ne pouvez pas être souverain sans être libre, et vous ne pouvez pas être libre si vous n'êtes pas souverain. Que vous soyez un individu ou un État. Et donc, l'industrie, il faut la voir comme un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Ça a pu être pensé dans notre société comme une fin en soi, ça a pu être pensé comme une réponse à plein de choses. L'industrie, c'est un outil au service de notre liberté, et à nous de définir l'outil qu'on juge pertinent pour rester libre. Et ça, c'est la placer dans son bon rôle dans la société, et pas la mettre en fausse opposition avec des questions qui, à mon avis, sont insolubles. Merci beaucoup Anaïs.